Merci, merci et bienvenue. Comment, quelques règles d'usage dont vous connaissez, dont vous commencez à être habitué. Je pense que Frédéric et Samuel, vous avez la petite main que vous pouvez lever pour prendre la parole. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment le moment. Comment, je voulais remercier beaucoup les intervenants d'aujourd'hui qui prennent le temps de répondre à vos questions. On a Mathieu de Boeuf-Couchon et Lionel Tardy, euh, les digital men qui connaissent très bien le CES et qui fournissent des services d'accompagnement. On le verra un petit peu par la suite de la présentation. Et puis merci aussi aux trois intervenants qui vont pouvoir témoigner de leur participation en 2020, à savoir France Etier, CEO de Proconsult Group, Emmanuel Génaud, directrice stratégie et communication de Deltador, et Jean-Baptiste de Belair, CEO de Steeple, qui devrait se connecter un petit peu plus tard, je pense. Voilà. Côté BCI, Sandra et Ouzan, équipe salon pour tout ce qui est opérationnel, inscription et questions pratico-pratiques pour les salons. Et donc moi-même, Nicolas Plantis, chargé d'affaires pour le numérique. Voilà. Cette réunion, on l'a fait d'habitude au mois de mai, en fait, mais cette année, à cause de la crise sanitaire et en fait, dû au fait qu'on n'avait pas d'infos sur le CES au mois de mai, on a décidé de reporter. L'objectif de ce webinaire, c'est que vous puissiez avoir les infos, les données clés qui sont connues actuellement et qui vous permettent de prendre une décision sur oui ou non je participerai au CES en 2021. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un mot sur BCI. Donc Bretagne Commerce International, c'est une association de 1000 adhérents qui est financée par la région Bretagne et par la CCI Bretagne. On a deux objets. Le premier, c'est d'aider les entreprises à se développer à l'export, et le deuxième, c'est d'accueillir les investissements étrangers sur le sol breton. Donc pour ça, on a tout un panel de services. En fait, ça peut être des services d'information, sensibilisation, donc ça va être du conseil technique, du conseil réglementaire ou stratégique, et puis des services qui vont être plus opérationnels sur de l'accompagnement à l'étranger, type accompagnement au CES. Voilà. Je clôt la parenthèse de présentation à BCI et on va rentrer dans le vif du sujet du CES 2021. Pour votre info, il y a eu un petit mot, une vidéo de Gary Shapiro, qui est un peu le boss, qui est le boss du CES, il y a un peu moins d'un mois, qui confirmait la tenue du CES 2021 à Las Vegas. Donc évidemment, pas dans les mêmes conditions que les années précédentes. Et donc, suite à la vidéo de Gary Shapiro, je pense que les exposants et les visiteurs de l'année dernière l'ont reçu également. J'ai reçu un questionnaire sur les conditions sanitaires, sur ce que j'étais prêt à accepter ou ce que je souhaiterais en termes de disposition, mettre un masque, prise de température automatique, ne pas serrer les mains, etc., etc. Donc, si édition 2021 il y a, très différente, pour sûr, elle sera. Voilà. Je vais passer la main à Mathieu et Lionel pour ce premier chapitre, le CES pour qui, pourquoi. Voilà, je vous laisse la main, messieurs. Eh bien, moi, j'ai commencé. Bonjour à tous. Moi, je suis Lionel Tardy. Je travaille depuis maintenant quelques années avec Mathieu dans différentes opérations et dans différentes organisations. Aujourd'hui, je suis consultant en stratégie digitale et expérience utilisateur. J'enseigne dans l'enseignement supérieur. Et maintenant, voilà quelques années que nous parcourons ensemble les allées du CES. Donc Mathieu de Boeuf-Couchon, donc ça fait aussi quelques années que je travaille avec Lionel sur les sujets autour de la visite des salons, parce que c'est ce qui nous réunit, en plus de notre chaîne YouTube et de notre podcast qui s'appelle innovationtalk.tech. Et je suis pour ma part ce qu'on appelle architecte solution, transformation digitale chez Altran. Donc je mets en scène, en relation toutes les verticales métiers qui ne se parlaient pas pour créer des solutions globales. Voilà.
Donc oui, je vais attaquer un petit peu le CES en chiffres. Alors probablement que l'on peut aller vite parce que la majorité des personnes qui sont présentes connaissent et puis ce sont des chiffres qui sont divulgués. On a dépassé la 50e édition. On a un salon qui est à l'échelle mondiale puisque quasiment tous les pays sont représentés. Les participants, c'est un étiage qui est à peu près le même depuis quelques années. De toute façon, la capacité d'accueil de Las Vegas, je crois, est de, tu te souviens, Mathieu, 100 000 chambres, je crois. Hein, donc on est assez rempli au niveau des hôtels. C'est justement d'ailleurs l'intérêt parfois de s'y prendre au bon moment. Pareil, les exposants, c'est à peu près toujours pareil, même si cette année, ils étaient censés ouvrir la nouvelle extension du hall nord, on le verra. Les startups, eh bien, il y en a à peu près 1 millier. Et ce qui différencie le CES de l'année dernière, donc celui de janvier 2020, c'est qu'il y avait quand même moins d'entreprises françaises parce qu'elles étaient environ 300, dont 180 qui exposaient pour la première fois, alors que l'année précédente, il y avait encore une petite rivalité peut-être avec les régions qui amenaient beaucoup d'entreprises qui dépassaient donc les 430 en présence tricolore, ce qui faisait de la France la 2e ou 3e nation présente en nombre de sociétés, hein, pas en nombre de mètres carrés réservés. Voilà, donc ça fait un petit tour. Et puis je crois que Mathieu il va encore compléter pour les derniers chiffres. Alors, globalement, ça reste un événement interplanétaire et de référence en termes d'espace. Il faut savoir que la porte de Versailles à côté, c'est une infime partie du CES. Le CES se passe sur toute la ville. Il y a le CES officiel et il y a le CES unofficial qui se passe le soir ou qui se passe même en dehors. Il y a tout ce qui va se passer sur Tech East, Tech West et Tech South, qui sont les 3 grands pôles d'exposition que l'on va retrouver, même si le cœur le réacteur du CES se passe principalement sur Tech West pour les startups et Tech East pour les grands exposants que sont Samsung, Google ou autres et qu'on va retrouver bien entendu. Je dirais que pour l'écosystème de l'innovation, de la deep tech, de tout ce qu'on va pouvoir retrouver d'innovant en termes d'IoT, de médecine connectée, c'est principalement sur Tech West qu'on va le retrouver. Et Tech South va être vraiment la partie autour des médias principalement et de la relation entre des marques, des acteurs de la tech bien entendu, mais autour aussi du contenu. Donc, on va retrouver par exemple Amazon à la fois sur Tech East, Tech West et Tech South parce que ça fait partie des structures totalement transverses avec une infrastructure IT AWS qui va être extrêmement puissante et qui va être présente sur Tech South, pendant qu'on va retrouver du merchandising et des solutions sur Tech West et que sur Tech East, on va retrouver du Alexa dans une voiture. Donc, on va avoir souvent des lectures aussi, au-delà d'être transversales, qui se complètent entre certaines places d'exposition. Et puis le unofficial, ce sont bien entendu les soirées, ce sont les grands moments de rencontre et d'échange entre les différentes communautés tech ou les communautés par pays, et puis aussi les locations que font les marques des suites. Je sais que par exemple, nous, chez Altran, on expose sur TechWest parce qu'on a un stand pour une de nos filiales qui s'appelle Cambridge, non pas Analytica, hein, je précise, mais Cambridge Consultant, qui est pour nous notre fer de lance en termes de recherche et innovation, à l'origine du Bluetooth notamment, ils ont craqué beaucoup de technologies. Et puis Capgemini qui a qui a acheté Altran il y a quelques temps, avec qui on fait une joint venture énorme et avec un très beau projet. Et naturellement, là, c'est plutôt de la suite qui avait été louée l'année dernière, par exemple, pour présenter leur dernier projet en innovation autour des voitures connectées. Donc, on va avoir différents moyens aussi d'exposer quand on est à la recherche d'exposants. Puis quand on visite, il faut aussi grenouiller en dehors du CES officiel parce que c'est aussi un prétexte de se déplacer que d'aller chercher ces 180 000, 200 000 visiteurs au total, presque, si on compte ceux qui viennent pour ça et ceux qui viennent en partie pour ça. Voilà, donc il y a, je ne vais pas faire tous les chiffres, mais globalement, vous imaginez que c'est quelque chose de dingue et vous faites des dizaines de kilomètres par jour et vous dormez peu. Et avec Lionel, habile transition sur les slides, on est auteur du guide de survie du CES, qui a été notre premier bouquin sur le CES en français, qui est dédié à tous les tips and tricks pour bien préparer son CES, le vivre et puis ensuite capitaliser dessus, qui est l'édition qui sortira pour septembre. Donc l'édition 2021 sortira en septembre 2020, donc à la rentrée, et qui, au cours du mois de décembre, est suivi du guide de survie et de visite, qui, celui-ci, s'adosse en fait aux 200 sociétés qui font partie des 4000 et quelques exposants qu'il ne faut pas rater, qu'on pense important et que l'on détaille avec le plan de leur localisation dans le CES.
Voilà, et puis qu'on accompagne du fichier aussi des 4500 exposants, parce que naturellement, il peut être des fois pratique de sortir de ces 200-là pour aller se faire son propre parcours dans ce fichier. Et puis enfin, à la fin, on édite avec la synthèse, c'est-à-dire le rapport analytique de l'édition 2020, qui permet de mettre en perspective tout ce que l'on a pu voir en janvier et de bien comprendre comment contextualiser ce salon assez complexe à lire. Lionel va y revenir dans un instant, et qu'il faut naturellement appréhender avec beaucoup d'humilité, dans la mesure où ce salon est au-dessus de toutes les normes logistiques que l'on connaît, par son effervescence, je dirais, technologique, médiatique, et son aspect euphorisant quand on le visite, parce qu'au-delà du fait que les salles soient suroxygénées, il y a quand même une énergie qui se dégage, qui est extrêmement sympa, et qui nous a conduit, après plusieurs années de CES, à éditer ce guide pour ne pas refaire les erreurs que nous avions fait il y a plus de 6 ans, quand on a visité ce salon pour la première fois, parce que 4 jours, c'est extrêmement court, et il y a vraiment besoin d'aller au fond des choses. Donc voilà, il y a le guide de survie, c'est les 200 pages dédiées au CES, et puis ensuite on en rajoute 200 pour les 200 startups qu'il ne fallait pas rater, grosso modo. Oui, et comme tu le disais, il faut pas se tromper parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec le plan, c'est pas très représentatif quand on voit ça sur un écran, mais la ville est très longue. Vous avez mis dans le slide précédent la longueur du strip, et en fonction de vos pôles d'intérêt, ou pour ceux qui exposent en fonction du lieu d'exposition, le choix de l'hôtel est vraiment indispensable. Vous pouvez passer de 10 minutes, parce que c'est comme ça que nous on choisit notre hôtel, on est à 10 minutes du centre d'expo, jusqu'à 45 minutes via les embouteillages, puisque la ville est vraiment pleine à craquer. Alors, ce que l'on voulait faire, c'était vous présenter quelques images qui avaient un peu marqué le CES 2020. C'est notamment, alors ici, on a une image qui est ce nouveau livreur en forme de robot humanoïde qui a été créé par Agility Robotics. C'est la société Ford a fait un partenariat et puis après a racheté la société, qu'ils prétendent pouvoir associer à leur voiture autonome pour non plus le dernier kilomètre, mais les derniers mètres après que la voiture ait fait les derniers kilomètres. On peut rebondir aussi au pied du mont Fuji avec la Woven City de Toyota, qui évidemment s'inscrit dans du développement durable, dans tout ce qu'une Smart City peut dégager, avec un petit gimmick très intéressant, c'est-à-dire que plutôt, c'est un Paris à l'envers, un Paris avec un Paris France, Paris Hidalgo, c'est-à-dire que toutes les marchandises et les services sont en sous-sol et les habitants, eux, sont en surface avec les différents modes de transport durable. Ils n'ont pas exclu la voiture, mais évidemment, ils ont mis de la voiture autonome, etc. Ils ont poussé le bouchon extrêmement loin. Ce qui a fait beaucoup parler de lui aussi, c'est l'arrivée, parce que le teasing était assez génial. C'était le projet Néon qui se proposait d'avoir des avatars humains. C'est issu d'un laboratoire d'innovation qui est créé par Samsung et qui se proposait, même si ils ont bien déclaré que les scénarios étaient fictifs et simulés sur le salon, ils se proposent d'avoir une sorte de nouvelle vie avec des nouveaux avatars, des nouveaux compagnons qui sont capables de tenir des conversations, d'être intelligents et d'exprimer des émotions. Voilà ce que l'on peut trouver. Ça, c'est un premier jet d'images, mais il y en a encore quelques-unes derrière qui sont intéressantes parce que là, plutôt que d'être sur le produit fini ou des extrapolations de produits, on est sur du sous-jacent. Et l'année dernière, on avait pas mal de sous-jacents, on avait retenu cela déjà dans nos pré-conférences parce qu'ils ont eu des awards et ils étaient présents déjà dès les CES Unveil d'Amsterdam et de Paris. Ce sont à la fois pour Hello Height, qui est la photo qui est à gauche. C'est une puce qui est très performante dans ses précalculs en intelligence artificielle et qui a, comme les autres, un point commun qui est sa très faible consommation d'énergie. Et ça, c'est absolument indispensable pour tout ce qui va être IoT et notamment sur la dernière qui est au bout du doigt, qui est de chez Atmosic Technologies, qui, elle, est basée sur du Bluetooth 5 pour notamment de la connexion IoT avec des connexions radio à faible puissance et avec un réveil à la demande. C'est tellement à faible contrôle qu'elle est capable de récupérer de l'énergie et donc elle n'a pas besoin de batterie. Donc on avait déjà, même si 2019 c'était l'année Greta Thunberg, eh bien on avait déjà une mise en avant de toutes ces technologies sous-jacentes qui étaient très orientées résilience et faible consommation d'énergie.
Et je vais passer la parole à Mathieu, je crois, pour la partie alimentaire qu'il affectionne. Alors, on va me faire passer pour un fêlé Mais alors, globalement, je rebondis pour faire la transition avec ce que dit Lionel sur quelque chose qui est très intéressant de noter. C'est qu'effectivement, quand on parle de puces neuromorphiques, quand on va parler d'agilité robotique, quand on va parler, c'est de bien voir que quand on est une start-up au CES que l'on vient exposer, on vient aussi chercher du relais média, de la visibilité, peut-être lever des fonds sur des séries A ou sur des séries B. Et que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que dans tous ces partenaires industriels que l'on peut rencontrer, que ce soit Ford, que ce soit Renault, que ce soit Airbus, que ce soit etc., il y a énormément de partenariats et de synergies à trouver parce que la plupart de ces grandes entreprises viennent aussi chercher de l'accélération et on sait très bien qu'une start-up à racheter coûtera souvent moins cher que d'initier le projet en interne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point toutes ces sociétés qui ne se parlaient pas ou qui se parlaient peu ont aujourd'hui des points communs extrêmement forts et que la justification, le prétexte à se déplacer au CES est quelque chose de fort. Alors, il y a naturellement des projets qu'on a particulièrement affectionnés. On parlera après des grandes thématiques et donc de la manière dont on peut lire les grandes tendances du CES. Mais sur la nourriture, qui est partie forte de la résilience et de la capacité de la technologie à servir l'homme et aussi accessoirement surtout à servir la planète sur 2020. Impossible Pork, qui est intéressant et qui a présenté sur le CES de la viande de porc qui n'est en réalité pas de la viande, mais qui est une protéine, enfin une texture basée sur la protéine de soja et qui offre les mêmes caractéristiques, je dirais, gustatives et qui offre tout simplement un goût quasi similaire à celui d'un porc haché que l'on pourrait trouver. Ce n'est pas la texture de la viande en l'état, hein, ça reste du haché. En tout cas, dans les préparations, type de dumplings ou autre, il y a quelque chose qui est très sympa. Et ce qui est intéressant aussi, c'est une autre société qui s'appelle Meatable que nous avons rencontrée sur le CES Unveil d'Amsterdam, qui fait partie des événements pré-CES de préparation et qui est une société qui, elle, se propose de supprimer totalement l'abattage des animaux. C'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement cellulaire sur de la viande porcine, bovine ou de la volaille, par exemple, et on va faire pousser, cette société va faire pousser la viande comme si elle faisait pousser des plantes, mais en laboratoire, elle va faire pousser de la viande. Alors, ce n'est pas les seuls, hein, ils sont effectivement sur plutôt la partie nord de l'Europe. Je ne sais pas s'ils sont vraiment, s'ils sont pas allemands, ou je ne sais plus s'ils sont allemands ou néerlandais, mais quoi qu'il en soit, ils ont poussé cette innovation, je dirais, au bout, là, parce qu'on peut commencer à faire pousser de la viande en laboratoire, en chambre de pousse, mais de la même manière qu'Israël travaille énormément sur ces problématiques-là également. Puis eux, ce qu'ils proposent, c'est effectivement pas d'antibiotiques, naturellement des arbres qui sont sauvés parce qu'il y aura moins de gaz à effet de serre avec la consommation notamment de l'eau, les excréments d'animaux, etc. Et puis surtout, plus d'abattage. Donc il y a énormément de choses. Et ça, eux, c'est de la vraie viande, par contre, qui pousse, c'est de la vraie texture de viande. Impossible Pork, c'est de la base de soja. Puis il y en a une autre qu'on n'a pas rencontrée sur le CES, mais qui est toujours intéressante à croiser par rapport à tout ce qu'on voit au CES et quelles sont les innovations à côté qui n'exposent pas, mais qui sont intéressantes, et qui s'appelle Beyond Meat, c'est qui là est basé sur une protéine de pois qui évite aussi toute la consommation excessivement importante d'eau pour le soja et même le transport de cette protéine qui naturellement bouffe également je dirais du kérosène dans la mesure où il faut quand même déplacer toute cette marchandise pour l'utiliser. Donc, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a des produits, oui, il y a des innovations matérielles au sens hardware du terme, mais il y a également du software et puis il y a aussi beaucoup d'idéologie, presque d'une vision utopique de ce que serait le monde de demain et dans quelle vision on pourrait inclure ou intégrer cette technologie de façon inclusive entre guillemets. Et la lecture, en fait, elle est assez simple. Je vais laisser Lionel la détailler, mais pour vous résumer la vision que l'on en a, elle se porte sur deux choses. La première, c'est qu'en fait, on ne peut plus dissocier la technologie au sens large et tout ce que l'on va voir au CES sans parler de résilience. Résilience 2019, c'était la vision de la technologie au service de l'homme et comment, avec un grand H, et comment on va être en mesure d'utiliser la technologie dans des cas d'urgence où l'être humain dans son ensemble est en danger, tsunami par exemple ou autre. Et 2020, c'est cette résilience mais adaptée à l'urgence climatique. Et c'est ça que l'on va voir avec toute cette partie-là au CES.
Cette résilience s'appuie sur des fondements. Et ces fondements, c'est très simple, c'est les grands piliers transverses, intelligence artificielle, connectivité, 5G, réseau, capacité processeur. Et ensuite, on va retrouver la réalité augmentée, la blockchain, etc. Enfin, tous les sous-jacents technologiques, peut-être moins visibles et pour autant très présents. Et tout ça pour parler de quoi? Pour parler des problématiques où la technologie sert l'individu jusqu'aux problématiques où la technologie sert la société et la nation jusqu'à la smart city. Donc, du smart individu jusqu'à la smart city, on va avoir directement une vision très simple de ce que la technologie peut apporter tout simplement au service de l'homme. Et donc, c'est vrai que ce que vous voyez sous vos yeux, qui est un classement initié par la CTA, il est instructif, mais il mène à la fois, il mixe à la fois ce que disait Mathieu, c'est-à-dire ces verticales technologiques qui sont la plupart du temps des grands sous-jacents, et puis ces horizontales d'usage qui sont des intégrations de sous-jacents pour créer de la valeur. Il reflète malgré tout, et chaque année, certaines catégories apparaissent, d'autres disparaissent. Il reflète malgré tout les grandes tendances que veut mettre aussi en avant la CTA dans l'organisation de cette grand-messe qui est devenue une grand-messe, qu'on le veuille ou non, de l'innovation et plus simplement du produit électronique, comme son nom l'indique. Mais ça veut dire que, comme le disait Mathieu, ça nécessite une grille de lecture qui soit dynamique pour pouvoir à la fois séparer et ne pas s'arrêter simplement aux catégories. Parce que vous voyez que là, quand on parle de blockchain, il s'arrête à une sous-catégorie de cryptocurrency, alors que l'on peut trouver des entreprises qui font des propositions de services avec de la blockchain as a service. Et il faut aller vraiment un peu plus loin. C'est pour ça que c'est intéressant au premier niveau, mais il faut rentrer dans une grille de lecture que l'on se souhaitait, que l'on se proposait de vous présenter. Mais Nicolas nous a dit hier, on va aller trop loin si on présente cette grille de lecture, c'est 4-5 slides, mais on la détaille de toute façon dans notre guide Repub. On peut arriver à une synthèse sur le slide d'après que certains ont déjà vu quand ils sont participés à quelques débriefs de ce CES 2020. C'est que le CES, c'est d'abord un lieu de rencontre et d'échange où les startups, les VC, les retailers, les hommes de la R&D se rencontrent. C'est aussi des exemples d'intégration et d'exploitation de sous-jacents qui viendront évidemment enrichir des offres, des services, des produits. Et nous, on peut conclure que le visiteur, comme l'exposant, il s'inscrit où se trouve sa recherche. Est-ce qu'il veut de l'intégration technologique pour qu'il puisse étendre de façon holistique, c'est-à-dire en fait constituer une offre supérieure à la somme des éléments qui composent son offre, et il va pouvoir trouver au CES cette véritable confrontation avec le réel. C'est là où en fait un CES prend tout son sens, et ce que l'on nous dit souvent, est-ce qu'il faut aller tous les ans au CES en tant qu'exposant? Eh bien, cela dépend de votre société. Si c'est pour l'image, probablement que oui. Enfin, c'est pas probablement, c'est certainement oui. Si c'est une société à taille un peu plus humaine, pas forcément, ça dépend là sur quel type de marché vous voulez vous développer. Et par contre, pour les personnes qui sont des visiteurs, il faudrait pouvoir y aller au moins une année sur deux parce que il y a énormément de choses à comprendre, à intégrer. D'abord parce que, comme on le dit souvent, une visite, ça se prépare et que la partie que vous faites sur place n'est que la concrétisation de cette préparation. Et évidemment, vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir de très, très bonnes surprises et de découvrir des entreprises ou des contacts qui vont booster éventuellement vos idées, voire votre produit ou service. Mais en tout cas, c'est dans cette confrontation avec le réel que le CES prend tout son sens. Je vais laisser Mathieu conclure. Il y a Samuel qui pose une question et qui me permettra de faire la transition. C'est-à-dire que oui, la lecture du CES, par ce que vient d'en dire Lionel en résumé, elle doit s'adapter à votre business et à ce que vous venez y faire. D'où l'intérêt de travailler très en amont votre parcours et pourquoi est-ce que vous allez au CES en vous définissant ces objectifs. Donc, cette grille de lecture, en fait, vous permet, en fonction du thème que vous souhaitez adresser, que ce soit une verticale type IA, 5G, etc., ou une horizontale type Smart Health, Smart City, etc., nécessite qu'on vous ayez préparé en amont toute votre visite, presque roadmappé jour par jour, tout ce que vous devez faire et la façon dont vous devez vous organiser, dans la mesure où chacun vit le CES qui lui est propre en fonction de ses objectifs ou de ceux du business.
et que naturellement, quand on est une startup qu'on vient exposer, on ne vit pas le même CES que quand on vient le visiter pour voir les tendances ou rencontrer des acteurs ou signer des partenariats. Et donc, En fait, naturellement, cette grille de lecture doit s'adapter. ma question, elle porte effectivement dans une optique d'exposer au CES. Est-ce que le choix d'un thème a un impact Oui, sur le lieu d'exposition, ou alors si c'est… Alors, oui et non. Ce qui est important, déjà, le lieu d'exposition sur une startup, particulièrement sur les startups françaises, de toute façon, c'est le centre d'expo et à 95% le plus souvent le Reka Park. Ce qui est important, par contre, c'est que dans la déclaration des fiches produits qui est faite directement auprès de la CTA quand on s'inscrit, on a déjà des biais d'information, le plus souvent avec des informations qui sont manquantes. Soit on se met dans une seule catégorie alors qu'on en est dans plusieurs. Je prends un exemple assez simple. Vous êtes un pourvoyeur de services d'un objet connecté pour enfants à destination Bookinou, par exemple, l'année dernière. Donc, avec ce bouquin où on peut enregistrer la voix du parent, du grand-parent, etc., qui sera écouté ensuite par l'enfant, qui écoutera l'histoire qu'on va lui raconter en ayant également le livre sous les yeux. Là, on peut se classer en IoT, rubrique 1. On peut aussi se classer en IA, en NLP, on peut se classer dans plein de catégories. Et il faut se classer dans ces catégories, c'est-à-dire une primaire et des sous-jacents, parce que quelqu'un qui va chercher à faire un parcours pour s'interroger sur l'ensemble de la chaîne de l'intelligence artificielle à travers le CES, va passer autant par les voitures que par des objets connectés, que par tout ça. Et si on n'est pas tagué dedans, et donc l'extraction du site que nous, par exemple, on en fait parce qu'on scrape tout le site de la CTA pour avoir ce fichier Excel des 4500 exposants à peu près, en fait, naturellement, on va passer à côté. Donc oui, on cherche sur les Français un peu plus que les autres parce qu'on a plus déjà de proximité, ce qui nous permet de préparer plus densément la partie française. Mais il faut par défaut être bien classé. Donc le classement, la déclaration de la société auprès de la CTA pour l'organisation, elle est clé. Et puis après, bien entendu, il y a tout le reste qui souvent est à côté de ce que l'on peut attendre. Merci Mathieu, ça me permet du coup de faire une transition et pour résumer un peu pour Samuel, il y a deux niveaux. Il y a l'enregistrement à la CTA avec les tags et il y a le lieu d'exposition qui pour toi, je pense, sera très fortement Eureka Park. Donc voilà, on passe au deuxième chapitre avec les accompagnements possibles sur le CES en commençant par les exposants. Donc, quand vous êtes exposant et que vous êtes une startup, comme l'a dit Mathieu, 95% du temps, vous allez être sur le Eureka Park. Vous pouvez y être en direct avec l'organisateur, comme ça a été le cas pas mal il y a 2 ans. Mais vous pouvez aussi, si vous faites partie d'un accélérateur ou d'un incubateur type Village by CA, IMT, ou si vous avez participé à des concours, par exemple celui de la Poste, vous allez être sur l'Eureka Park. BCI, via Business France, propose aussi aux startups d'exposer sur Eureka Park via l'offre en fait d'un stand. Donc aujourd'hui, l'offre elle est à 4008, sachant qu'elle était à 4004 l'année dernière. Business France a rajouté en fait du coaching collectif qui se passera plutôt en webinaire. Et puis il y a aussi des scanettes de QR code pour les cartes de visite. Donc ce qui sera vraiment intéressant. Via BCI et par l'intermédiaire de Business France, on propose aussi aux entreprises du monde automobile d'être dans le hall ouest, dans la partie automotive, donc avec un espace qui est un petit peu plus cher et qui est proposé par Business France. Donc ça, c'est les deux accompagnements en termes de disons, accompagné par BCI. Mais vous pouvez très bien aller en direct aussi avec l'organisateur, comme l'a fait par exemple Deltador et Emmanuel Génaud qui pourra nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Pour vous donner une idée de ce que ça donne en réalité, donc ça c'est l'allée de l'Eureka Park où il y avait les Bretons. Donc on voit au premier plan à gauche Wizama, suivi de Bretagne Télécom, Steeple et Bystump. Okay. Donc ce sont des petits stands de 6,5 mètres carrés à peu près, sachant que cette année les stands vont être moins profonds et un peu plus larges pour laisser la possibilité d'avoir des allées plus larges en fait. Dans le salon. Parce que là, en fait, le Eureka Park est
extrêmement dense. Donc, je pense que ça ne va pas être possible que ce soit aussi dense en 2021. Deuxième possibilité, vous venez en tant que visiteur, soit pour faire de la veille techno, soit pour rechercher des partenaires, des prospects, ou soit pour vous préparer pour exposer potentiellement l'année qui suit. Comme l'ont expliqué Lionel et Mathieu, le CES est immense. Y aller tout seul, se repérer pour la première fois, c'est très compliqué. Vous allez très probablement perdre au moins une journée de votre temps au CES. Donc c'est pour ça, l'idée, c'est de vous proposer plusieurs niveaux d'accompagnement suivant ce dont vous avez besoin pour optimiser votre présence. Donc, je vais passer assez rapidement. L'offre du coup des Digital Men, elle intervient en préparation avec des workshops et les guides de survie et de visite dont parlaient Mathieu et Lionel. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur place, en fait, il y a des débriefings. Donc, il y a 3 débriefings avec des thématiques différentes. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que quand vous avez une journée dans les pattes au CES qui est assez intense, c'est toujours sympa d'avoir, en fait, de prendre un pas de recul sur la thématique. Ça dure 45 minutes. Il y a une bonne ambiance et ça permet aussi de revoir les gens et de discuter de la journée. Donc c'est pas que intéressant au niveau contenu, mais c'est aussi intéressant au niveau humain et réseautage. Voilà. Deuxième niveau d'accompagnement. C'est dingue. Deuxième niveau d'accompagnement. Donc là, ce sont des visites guidées thématiques. Le prix dépend en fait du nombre de jours, du nombre de participants. Ça va être des visites guidées sur un thème. Très concrètement, vous avez votre petite oreillette et vous suivez un guide. Le guide en fait s'arrête à des points d'intérêt et vous commente en fait ce qui se passe sur les stands, bien plus que ce que vous auriez pu savoir si vous étiez passé tout seul. Je trouve ça pertinent quand vous êtes en mode visiteur de faire ça au début du salon. Ça vous permet déjà de vous repérer dans les lieux, de repérer quels sont les halls et aussi de pouvoir faire un premier repérage de stands que vous pourriez éventuellement être amené à voir par la suite. Donc, je trouve ça pertinent dans ce contexte-là. Ensuite, on a une dernière offre de Xavier Dallos qui est un peu qui est ancien sur le CES. Ça fait beaucoup d'années qu'il participe au CES. Là, c'est plutôt si vous êtes dans une perspective de prospective, justement, il fournit un rapport très 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 détaillé des tendances du CES. Le format des briefings est différent de celui que peut proposer les Digital Men, à savoir c'est un format qui dure plus longtemps, il y en a à peu près pour 1h30, des fois 2 heures, et il inclut en fait des pitchs de start-up dans ces débriefs. Voilà pour le chapitre accompagnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, Emmanuel, pardon. On peut te laisser la parole, Emmanuel, si tu veux commencer, si tu as si tu as un point à 15h30. On te laisse la parole. Bonjour, vous m'entendez ou... Très bien. Ah voilà, très bien. Bonjour. Donc en fait, je suis ravie de partager avec vous un petit peu notre expérience, notre première expérience de CES, on va dire. C'était la première fois que Deltador y allait l'an dernier. Donc on a participé sur le Sands en 2020 avec un objectif principal qui était de se positionner en tant qu'acteur innovant sur notre marché. C'était vraiment un enjeu fort tant d'un point de vue externe qu'interne, je dirais. C'était aussi un challenge en interne de montrer qu'on savait lancer une innovation en 1 an et la présenter au CES. Évidemment, on avait des prototypes relativement aboutis, pas encore un produit commercialisé, mais ce n'est jamais le cas au CES. En fait, l'ensemble du projet a été drivé par une équipe qu'on a dédiée au CES quasiment full-time, entre ceux qui innovaient, entre ceux qui organisaient le salon, ceux qui organisaient la com. On était 6 ou 7 personnes à travailler dessus relativement activement.
il faut y consacrer du temps parce que c'est quand même très professionnel. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Et mon message principal, c'est qu'il faut y aller avec une innovation majeure. Sinon, on n'intéresse pas les gens là-bas. C'est-à-dire qu'y aller juste pour faire de la représentation, selon nous, ça ne vaut pas l'investissement. Ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose de majeur à montrer qui va intéresser, aiguiser la curiosité des visiteurs. Nous, on n'est pas du tout à cibler le marché US, hein, ce n'est pas un pays cible pour nous. Cependant, là-bas, il faut savoir qu'il y a des visiteurs Europe de tous les pays, d'Asie aussi, moins en ce moment, mais il n'y en aura peut-être pas du tout en 2021, mais en tout cas, c'est très international et l'ensemble de nos clients aussi, B2B, grands comptes, y sont. Donc, en fait, ça a été très riche en termes de rencontres et on a pu capter aussi beaucoup la presse parce qu'on avait une innovation marquante. Tous les concurrents sont venus aussi sur le site. C'est aussi un lieu de benchmark intéressant hein, parce que les concurrents vont se voir les uns les autres et finalement, c'est très ouvert d'un point de vue style. C'est-à-dire que les gens se parlent, on se présente comme concurrents sur les stands, tout le monde fait ça. Et c'est aussi intéressant de se comparer aux autres. Nous, en termes de bilan, on va dire qu'on a été très satisfait du panel de partenaires industriels, de grands clients, de promoteurs immobiliers. On fait de la domotique, hein, du smart home. Donc, on a une série de clients grands comptes qui sont beaucoup venus nous voir, qui sont restés longtemps sur le stand avec des rendez-vous pris à l'avance. Il faut absolument vous faire des agendas partagés, un agenda spécifique CES pour que les rendez-vous soient pris sur un agenda que toutes les personnes du stand ont en visuel en permanence pour rater aucun contact. Et les rendez-vous avec les gros se prennent bien souvent en avance. En termes de presse, on avait prévu un dispositif spécial avec une personne de l'agence presse qui nous a accompagnés, qui a préparé à l'avance. On avait fait le CES Unveil de Paris aussi et réservé notre participation au Showstopper, qui a un coût quand même. Sur ces deux événements-là, je suis assez mitigée. On a été très déçus par la fréquentation de l'Unveil de l'année dernière. C'était lié, je pense, au fait que les organisateurs n'ont pas tenu compte que les vacances scolaires en France, c'était quelque chose d'important. Donc, il y a eu très peu de journalistes par rapport à l'année d'avant où on était à l'Unveil. Bon, mais enfin, c'était quand même un bon étalon et c'était une bonne entrée en matière parce qu'on a pu faire du teasing auprès des journalistes. C'est-à-dire qu'on n'a pas dévoilé notre solution, mais on a dit qu'on participait et on a donné quelques indices. Donc, ça les a incités à revenir une fois sur le CES. Ça, c'était intéressant. L'Unveil, ce n'est pas un gros budget. Donc, si vous êtes au CES, ça vaut vraiment le coup d'y aller quand même. Il ne faut pas amener là-bas des troupes importantes parce que en termes de fréquentation, ce n'est pas énorme, mais les journalistes qui viennent reviennent après vous voir sur le stand au CES. Après, le showstopper sur place, donc ça, c'est assez crevant parce que c'est le deuxième soir jusqu'à 22h heure locale, donc 7h du matin pour nous, la nuit. Ça, c'était très décevant parce qu'en fait, c'est principalement des journalistes US qui viennent. Du coup, si c'était à refaire, ça, on ne le referait pas. Je vais à la porte du bureau parce qu'il y a un peu de bruit derrière. Voilà. Sinon, que vous dire d'autre? Ah, j'avais pas mis ma vidéo, excusez-moi, je la mets quand même, c'est mieux. On a donc, nous, présenté une innovation majeure. C'est ça qui nous a généré du trafic. C'est ça qui a généré le buzz. Et qui plus est, qui était sur un marché où on ne nous attendait pas forcément, qui était la gestion de l'eau chaude sanitaire. Donc, en fait, vraiment, ce qu'on a retenu, parce qu'on a vu, quand on est allé voir nos concurrents, chez certains, et dont des concurrents très, très gros, bien plus gros que nous, ils avaient très peu de fréquentation et finalement, parce qu'ils n'avaient rien de vraiment marquant, nouveau. Donc, ils ont fait des relations, on va dire, traditionnelles avec leurs clients, mais la presse n'y allait pas trop parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire de neuf. Voilà. Sinon, je ne sais pas si… Est-ce qu'il est pertinent, Emmanuel, pour Deltador d'y retourner? Que ce soit en 2021 ou en 2022 ou… Alors, en 2021, on a fait le choix de ne pas y retourner, notamment parce qu'on s'est dit, là, on n'a pas une innovation transcendante à montrer. Donc, on n'y va pas. On va ailleurs, sur des salons plus traditionnels. Mais le CES sans Inno, c'est dommage. C'est clair. Donc, en tout cas, en 2021, on ne refait pas. Il faut compter la consommation de ressources aussi. C'est-à-dire qu'il y a le budget, on pourra en parler concrètement du budget. Il y a le budget, c'est une chose, mais la préparation, c'est vraiment des équipes mobilisées.
c'est lourd. Et ce qu'on fait là, on ne le fait pas sur autre chose. Donc, on s'est dit, y retourner pour pas avoir… On a des nouveaux produits qui sortent cette année. On en a pas mal, mais aucun n'est unique sur son marché ou vraiment innovant. Donc, c'est un salon d'innovation et pour faire le buzz là-bas, il faut être innovant. Donc, on s'est dit, bon, on n'a rien de disruptif cette année, on n'y retourne pas. D'accord. Mais on y retournera probablement. C'est vrai que l'investissement, qu'il soit financier ou humain, est pas forcément le même non plus, j'ai envie de dire, entre Deltador qui arrivait pour la première fois avec un très beau stand en direct, avec beaucoup de communication et beaucoup de préparation en amont, et d'une start-up qui va montrer son innovation, mais qui va être sur Eureka Park avec des coûts, Oui, bien sûr. des Ça coûts n'a rien beaucoup à plus voir. faibles, bien sûr. Oui, ça n'a rien à voir. Nous, on est un peu entre les deux. Hein. On n'est ni un gros groupe, ni une start-up, on est une ETI. Donc, on ne pouvait pas être au niveau des start-up. Et puis, ce n'était pas notre souhait non plus. Non, bien sûr. C'était pas votre place, je pense pas. Hein. C'était pas notre place, voilà. Vous Il n'y a pas de étiez place pour très les bien placé. ETI spécifiquement, mais voilà. Donc, je ne sais pas les participants si vous souhaitez des infos budgétaires ou d'organisation. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. OK. Oui, moi j'aurais voulu poser une question sur le retour sur investissement. Est-ce que vous avez déjà pu faire un décompte de ce que ça vous a coûté, rapporté? Alors, coûter, c'est facile de faire le décompte. On a mis à peu près 200 cas. 200 cas, dont 80 sur le stand à peu près, 20 cas en participation au CES, 26 en relations presse et 24 en marketing, plus après les hôtels et les billets d'avion. Donc 200 cas, on va dire, aujourd'hui, le retour sur investissement, c'est difficile de le mesurer en chiffre d'affaires puisque le produit n'est pas encore sorti. Donc, on ne peut pas vous dire, voilà, le buzz qu'on a fait sur l'innovation nous a généré tant. Et puis après, même quand le produit va être sorti, là, on ne pourra pas dire tant est lié au CES. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une visibilité très grande. On a été quand même très contents des retombées presse qu'on a pu avoir, qui ont été très qualitatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de choses bateaux dans les retombées presse. On a eu des très beaux titres. Le Point, LCI, Le Moniteur, France 3, Le Figaro. Même on a eu un papier de Rolling Stone comme étant une des innovations les plus marquantes du CES. On a eu vraiment des retours de dingue en termes de presse et en termes d'image pour l'ensemble de nos clients. C'était très fort. Vous dire, voilà le pourcentage de clients qui ont acheté nos produits. On a des gammes très larges. Grâce à l'impact de Noto, on ne sait pas dire. Est-ce que vous aviez candidaté aux Innovation Awards, Emmanuel? Non. Non. Donc, vous Non. avez déjà eu une très belle couverture presse sans Innovation Awards. Sans Award, ouais. Avec, alors, on a une question de… Oui, parce que tant qu'on est innovant, avoir l'award, enfin, postuler et avoir un award aurait renforcé, ça c'est sûr. Il y a une question de Samuel. Qu'est-ce que le Showstopper? Le Showstopper, c'est un salon qui a lieu au Wynn, dans un autre hôtel, qui est réservé à la presse. Donc, en fait, c'est un salon qui dure 7-8 heures après la journée de CES et qui dure jusqu'à 22 heures le soir. Donc, c'est pas tout à fait 8 heures, mais enfin… Voilà, et donc là viennent tous les journalistes qui viennent faire leur marché, en fait, pour savoir après où ils vont aller le lendemain pour le salon. Alors, c'est intéressant si vous voulez vendre aux US. Enfin, c'est mon ressenti. Est-ce que ça avait été conseillé par l'agence d'RP ou c'est vous qui l'aviez trouvé? Non, c'est l'agence qui nous a dit il faut aller au Showstopper. D'accord, ok. Mais en fait, au Showstopper, alors c'était probablement représentatif de la population de journalistes qu'il y a sur le CES, mais c'était 90% de journalistes américains. Et donc, comme nous, on n'était pas avec des objectifs US, ça ne nous a pas intéressés. Par contre, on a vu au Showstopper la presse française, en partie, quelques journalistes français ou européens qui sont revenus sur le stand après.
La plupart nous ont dit on serait venu de toute façon sur votre stand. C'est pour ça qu'on s'est dit, pour nous, la valeur ajoutée, si on ne commercialise pas, si on ne lance pas le produit aux US, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et donc la question de Samuel qui suit, c'est l'agence d'RP que vous aviez pris, c'était des Français ou des Américains? C'est des Français, Des Français, ok. dont une personne avait déjà géré les RP du CES. Mais là, je ne peux pas vous faire de comparatif. Prendre une agence RP locale, si vous voulez vendre aux US, c'est clair, il faut prendre une agence RP US. Parce que nous, notre agence, elle avait des très bons contacts sur France et un peu en Europe. Et nous, c'est là où est notre business. Mais si vous voulez aller aux US, il faut une agence RP US. Emmanuel, il y a une nouvelle question donc, de Frédéric qui vous remercie pour le témoignage concret. Vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais si vous pouviez compléter sur la nature des visiteurs que vous avez rencontrés sur le stand hors journalistes. Est-ce que des distributeurs, des fournisseurs, vous disiez des Alors, concurrents? oui, quelques fournisseurs qui viennent là rencontrer des prospects. Ça, on essayait de pas trop y passer de temps parce que sinon, on passe son temps à ça. Donc, pas mal de fournisseurs, mais qu'on renvoyait vers des contacts à la direction des achats chez nous, qui devraient être là, en fait. Les acheteurs, normalement, devraient y être. Donc, on s'est dit une prochaine fois, le directeur des achats doit être sur place. Parce que c'est un lieu de rencontre intéressant pour les achats. Après, nous, c'était beaucoup de clients grands comptes. Donc, des fabricants pour la maison, donc d'équipements pour la maison, de chaudières, de radiateurs. Enfin, voilà, nous, on fait les thermostats, tout ce qui pilote ces objets-là. Et donc, on a une grosse activité grand compte et la plupart de nos très gros clients grand compte nous ont rencontrés sur place et ont pris des rendez-vous avec nous là-bas. Distributeurs, assez peu. Promoteurs, constructeurs, immobiliers. Alors là, je parle dans nos cibles. Après, les cibles des autres sont peut-être différentes. C'est plutôt quand même des assez grosses entreprises qui viennent en délégation. On a eu aussi les fournisseurs d'énergie, ils sont tous venus nous voir. Et beaucoup les promoteurs, constructeurs immobiliers ou de maisons, enfin logements collectifs ou maisons individuelles, ils sont venus nous voir. Après, aucun particulier pratiquement. Mais c'est un CES, c'est consumer hein, normalement. Ouais. Mais très peu de particuliers, c'est trop cher. L'entrée est trop chère pour les particuliers. C'est cher. L'entrée n'est pas chère. Par contre, se déplacer et y séjourner, oui, c'est ça. l'est. Oui. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Emmanuel? Sinon, on va pouvoir... Ah, voilà. Ouais, je vais devoir me reconnecter. Vous allez pouvoir nous laisser. Merci, merci beaucoup. Merci et à bientôt. Bon CES pour ceux qui participent. Merci. Merci, au revoir. On repart sur la partie budget, oui, et la remarque de Mathieu, c'est vrai que le CES est un événement B2B finalement. Même si à l'origine on montrait plutôt des produits consumer. Les budgets, tout à l'heure Emmanuel parlait de 200K. C'est vrai que dans la majeure partie des cas, on est quand même sur des budgets qui sont relativement moindres pour la population d'entreprises qui vont majoritairement, la majorité des Bretons qui se déplacent au CES. Un coût important, c'est tout ce qui est TNL, vol, hébergement et restauration. Si vous serrez bien, vous pouvez être à 2000 € par personne. Ce qui va jouer beaucoup, c'est l'hébergement. Si vous passez sur un Airbnb, vous êtes beaucoup moins cher. Après, je pense qu'on pourra avoir des petites anecdotes un peu plus tard de certaines entreprises qui ont eu du Airbnb. C'est aussi un risque, mais c'est moins cher. Si vous partez à 3, 4, 5 personnes, ça peut être intéressant. Tout ce qui est communication, agence de relations publiques, je donnais un budget d'à peu près de 3 000 € par mois sur une période de 6 mois. Donc, on a avoisiné à peu près les 20 000 € de budget d'RP. Et si vous voulez vraiment faire le buzz et que vous avez votre innovation, y aller tout seul, c'est quand même très compliqué. Et l'agence d'RP va quand même est quand même un professionnel sur lequel on peut s'appuyer. Tout ce qui est marketing assets, les vidéos, les goodies, etc.,
Ça part de quelques milliers d'euros pour des goodies ou pour créer une vidéo jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros suivant le type de prestation que vous voulez et le type de vidéo surtout que vous voulez produire. On vous a proposé trois scénarios différents. Le premier, c'est un visiteur avec accompagnement. Suivant l'hébergement que vous allez choisir et suivant le package d'accompagnement que vous choisirez, faut se dire qu'entre 3 500 et 4 500 euros par personne, c'est un montant qui est possible. Un stand de Eureka Park, là encore, le stand en lui-même, c'est pas ça qui coûte vraiment cher. Si vous allez à Eureka Park, allez-y au moins à 3. Pourquoi je dis ça? C'est que si vous allez à 2 personnes sur un stand à Eureka Park, il y a toujours une personne qui va être en contact des personnes qui arrivent et une autre personne qui va être derrière à discuter avec des prospects qui étaient passés avant. Et en fait, ce qui veut dire que vous ne voyez absolument rien du CES. Vous êtes resté sur votre stand tout le long. Et donc, je pense que l'expérience n'est pas totale. Donc, 3 personnes, 2 sur le stand et une plutôt en électron libre, ça peut être une bonne option pour des budgets entre 10 et 15K. Et enfin, si vous voulez aller en direct dans un espace qui vous est dédié, donc là, vous sortez du monde des startups et de l'Eureka Park, soit au Las Vegas Convention Center ou West Hall, peu importe, et que vous arrivez avec plus de monde, avec des commerciaux, le directeur achat par exemple, vous avez un budget qui est plutôt entre 40 et 60. Et puis Emmanuel parlait de Delta d'Or, des budgets à 200K. C'est vrai que bon, le stand était quand même 3 fois plus grand. Et puis il y avait beaucoup de moyens à côté, notamment marketing et hébergement, je crois, assez important aussi. Est-ce que vous avez des questions sur la partie budget et planning? Enfin, budget surtout. Okay. Sinon, on passe sur la partie planning. Donc là, on est au mois de juillet. On n'est pas en retard, mais on n'est pas en avance. Le planning, il dépendra énormément, je pense, de ce qui va se passer au niveau de la CTA, de ce qu'ils vont nous donner comme information. Et ça va aussi dépendre, je me mets à votre place, des conditions d'annulation que vous allez pouvoir récupérer auprès de vos différents prestataires. Sachez qu'au mois de septembre, si le CES est maintenu, ce sera le moment où vous pourrez vous inscrire et notamment en tant qu'exposant, en tant que visiteur, mais aussi aux Innovation Awards. Et après, vous préparez jusqu'au mois de janvier et vous commencez à mettre en place des relations presse, des relations publiques à partir d'octobre, novembre pour vraiment dérouler le plan de com à partir du mois de décembre. On aura l'occasion, suivant le nombre de participants qu'on a, de potentiellement se revoir, soit en webinaire, soit en physique, en décembre. Et puis donc le CES, c'est début janvier du 6 au 9, donc ça commence de mémoire le mercredi et ça finit le samedi. C'est ça. Voilà, est-ce qu'on peut passer à la suite avec l'expérience de 2020? C'est vrai que le CES, c'est un événement business, mais c'est aussi une expérience humaine qui est assez forte. C'est un moment qui est très intense. Donc là, je vous ai mis 2 petites photos des Bretons sur le salon. On a un groupe WhatsApp où on aime partager, où on peut se voir le soir aussi. C'est toujours intéressant dans cet océan de lumière et d'information d'avoir des points d'ancrage en fait. Voilà. Les Bretons en 2020, il y en a eu quasiment 20. 40% d'entre eux, pour 40% d'entre eux, c'était une nouvelle participation. Et donc, on peut citer par exemple Bystamp qui a participé pour la première fois et qui a eu un Innovation Award. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez une innovation, à la mettre en avant via le concours. C'est un gain de visibilité absolument énorme. Il y a Mobility Tech Green et Klaxoon qui l'ont eu aussi cette année. Voilà.
Et on va passer à la partie retour d'expérience. Donc, on a eu le retour d'expérience d'Emmanuel tout à l'heure. Et on va commencer avec France peut-être. Merci encore de participer aujourd'hui, France. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que vous avez participé au CES l'année dernière, enfin, en 2020? Alors en 2020, on a participé, donc notre groupe c'est Proconsul Group. On n'est pas si gros que ça, on est 26 salariés, on est installé à côté de Lorient à l'Armor-Plage. Et bon, j'avoue, on a été un peu attiré par la lumière, hein. Donc on s'est dit, on va participer en tant qu'invité, de visiteur. Je crois que c'est bien pour une première fois, quand on n'a pas vraiment une innovation, comme disait Emmanuel tout à l'heure, on n'a pas une grosse innovation à montrer. C'était bien. On est venu prendre un peu la température. Nous, on est dans notre cœur de métier, c'est les psychologues, c'est les outils numériques au service de la psychologie. Donc, on est venu voir un petit peu ce qu'il y avait comment est-ce qu'il déclinait le psychologue 2.0. On était content parce qu'il y en avait 0 sur les 4500 participants. Alors, les plus de cette expérience, d'abord, c'est le fait d'avoir été accompagné par BCI. Il y a eu des réunions préparatoires qui ont été vraiment intéressantes. Et puis là-bas, c'est un peu ce que tu disais, Nicolas, on avait un petit groupe chaleureux. On était tout le temps en contact les uns avec les autres. On pouvait se retrouver en milieu de journée. Il y avait évidemment les soirées qui étaient intéressantes. Nous, le plus qu'on y a trouvé, c'est le fait, grâce à BCI, d'être invité dans des soirées internationales. On a été à la soirée de Québec International, où on a rencontré des gens vraiment très intéressants. On est toujours en contact avec Québec International. On est en train de vraiment contractualiser, pas avec eux directement, mais avec des assureurs avec lesquels ils nous ont mis en contact. Ce sont des gens extraordinaires et vraiment très... qui ont beaucoup d'énergie. Donc là, déjà, c'est un point positif. On était juste en visiteur et en fait, on repart avec des prospects très intéressants. Est-ce qu'on va revenir l'année prochaine, en 2021? Je pense que oui, mais toujours en tant que visiteur, parce que j'ai peur que ce soit un salon qui soit un petit peu… Enfin, je ne veux pas être pas sympa, mais j'ai peur qu'il soit un petit peu galvaudé, celui-là. Il va être un peu sous le signe du virus et je pense qu'on va y retourner, peut-être moins nombreux. On était 6 l'année dernière. On va peut-être y aller à 3-4, encore en visiteur, pour renifler, pour avoir des bons contacts comme on a eu en 2020. Et puis, on va préparer 2021, où là, on va se faire un gros stand, on va mettre des gros moyens et on va vraiment se faire se montrer. 2 ans pour bien se préparer. Oui. Ok. Et si donc tu as passé 3 questions d'un coup, et si, c'était un peu vite, tu avais non mais c'est très bien, c'est hyper intéressant. Si tu avais dû changer quelque chose, quels sont les points d'amélioration pour la participation de Géopsy? Qu'est-ce que tu vas changer cette année par rapport à l'année dernière? Ouais, peut-être venir moins nombreux. Les prix que tu disais, peut-être venir moins nombreux, oui, mais les prix que tu disais tout à l'heure, nous, je t'ai envoyé nos prix, hein, parce qu'on a fait nos cours de fin. On est parti à 6 et ça nous a coûté donc vol, hébergement à Paris, puisqu'il faut quand même, on ne part pas directement de Lorient. Hébergement à Las Vegas, accompagnement avec BCI, entrée enfin tout compris avec la restauration, et on a pris un Airbnb. Ça nous a coûté 2 900 € par personne. Et ça, c'est vraiment, une fois que tu multiplies par 6, on a fait le tour, on n'a rien dépensé de plus. C'est un retour intéressant. Les budgets, ça dépend vraiment des entreprises. Et là, vous étiez en tant que visiteur, donc il y aura potentiellement eu plus de frais liés à la visibilité, liés au stand, si vous aviez bien été sûr. Mais en tant que visiteur, on peut vraiment limiter les frais. Sinon, vraiment, on en prend plein les yeux, hein. Ceux qui n'ont jamais été à Las Vegas, c'est juste l'effet waouh. On en prend plein les yeux avec d'abord la ville et puis le CES, les participants. Je trouve qu'il y a vraiment une trop grande différence entre l'Eureka Park et puis le reste du salon. L'Eureka Park est vraiment dans un parking en sous-sol avec des tout petits stands. Bon, moi, ça ne me fait pas rêver. Sincèrement, c'est peut-être bien pour une petite start-up qui veut se montrer. Sincèrement, moi, ça ne me fait pas rêver.
C'est un peu l'esprit. Alors, je ne sais pas, peut-être que Mathieu ou Lionel veulent réagir à ce que vient de dire France, mais Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut, il y a plusieurs choses qu'il faut distinguer. Encore une fois, c'est toujours une question d'objectif. C'est à quel moment, enfin, quels objectifs est-ce qu'on se fixe? Si on veut aller chercher de l'effervescence médiatique, particulièrement française, il faut mieux aller sur l'Eureka Park parce que c'est là que la plupart des journalistes vont être, en fait. Si on cherche à rayonner un peu plus internationalement, qu'on a aussi plus de budget, parce que ce n'est pas les mêmes investissements, Ouais. faut savoir qu'il n'y a qu'un seul prestataire pour organiser le stand. Hein. Si vous avez un montage spécifique du stand, vous êtes obligé de passer par un seul prestataire qui monte tous les stands du CES. Hein. Donc, c'est des budgets qui sont colossaux parce qu'en fonction du stand, naturellement, il peut y avoir… voilà, même la Poste, l'année dernière, hein, sur l'édition 2020, a été limitée dans 100 mètres carrés puisqu'ils ont divisé par deux leur surface. Ils sont restés sur Tech West parce qu'ils sont restés au Centre Expo. Ils étaient donc au-dessus de l'Eureka Park. Mais globalement, c'est toujours une question d'objectif. Alors oui, c'est moins prestigieux d'être sur le Sands en général. Enfin, pas forcément le Sands, mais l'Eureka Park. Mais c'est le concept hein, depuis 2006. En tout cas, d'accueillir des startups en mode concours l'épine, les unes à côté des autres. Voilà. Et plus ça se bouscule dans les escaliers, et ça veut dire que la cohue est là. Et donc, ça veut dire que naturellement, il y a plus d'informations à aller chercher. Donc, ce qui attire du monde attire encore plus de monde. Donc, voilà, il faut privilégier ce qui va servir le business. Si le business il est servi plutôt par le relais média, il faut privilégier les places où il y en aura le plus, où il y a le plus d'effervescence. Et puis après, effectivement, ça reste de toute façon un salon pour les professionnels, à destination des professionnels. Il n'y a aucun consumer dedans. On parle du consumer parce que c'est les professionnels qui parlent aux professionnels pour vendre du produit consumer électronique. Mais on est vraiment aujourd'hui sur le salon de la réunion du hardware et du software. Hein. C'est les enceintes, c'est le retour du CES au CES. Hein. C'est ce qu'on dit depuis 2 ans avec Lionel. Hein. C'est de plus en plus, on est sur les enceintes connectées, sur les voitures connectées, sur les télés connectées. Et en fait, c'est typiquement ça. Donc, il faut bien se fixer ses objectifs en tant qu'exposant et puis se préparer. Arrêter de voir ce qu'on voit où 80% des startups qu'on voit sont juste pas préparées. Mais on n'imagine pas, mais il n'y a pas de réseau à Las Vegas. Donc, moi, je veux bien qu'on mette des QR codes de partout, mais il y a un moment, il faut mieux investir dans des clés USB. Au moins, on sait qu'on peut avoir les médias. Nous qui donnons des conférences chaque soir et on récupère des vidéos de chaque startup qu'on a rencontré sur le net avant notre conférence, des slides qu'on fait l'après-midi pour le soir même. Et même quand on revient à Paris, on a des startups qu'on ne trouve même pas sur YouTube, qui n'ont même pas mis un bundle de vidéos sur YouTube qui soit disponible, que sur place, ils nous disent non, mais je ne peux pas vous envoyer des vidéos Mediakit parce que je n'ai pas Internet. Sérieusement, partez pas si c'est pour faire ça, ça sert à que dalle. Il faut assumer ses choix jusqu'au bout et dire qu'il faut y aller quand on est prêt. Et quand on est prêt, ça veut dire qu'on va bouffer le marché parce que la concurrence est rude. Et là-bas, sous une attitude bienveillante de la tech qu'on connaît en Stan Smith et chemise Abercrombie, il y a un moment, la réalité, c'est qu'on est tous là pour, en tant que société, quand on y va, avoir un retour sur investissement. Si c'est pour visiter, c'est pour visiter. Et si c'est pour exposer, c'est pour signer. De la commande, de l'implantation, de la série A, qu'importe en fonction des mecs qu'on va rencontrer. Mais globalement, il faut caler des rendez-vous, être préparé avec des media kits de partout, qui soient accessibles sur 50 liens Dropbox, sur du WeTransfer automatisé, sur je sais pas, de Lift TTT s'il y a besoin, où on balance un tweet texte, ça envoie le truc au journaliste automatiquement. Enfin, il faut se faire ses règles métiers parce que sinon, on perd du temps. Et quand on est 2 ou 3 sur un stand, si le pitch il dure 10 minutes, en fait, les 3 premières questions à poser, grosso modo, doivent permettre de savoir si vous passez 20 secondes avec la personne ou si vous y passez 3 minutes. Parce que les journées ne sont pas extensibles et le salon, il ouvre à 9h30 quand ce n'est pas 10h pour le premier jour et il ferme à 17h30, 18h grand maxi. Hein. Puis à 17h30, il n'y a plus les Français déjà. Donc, il y a des soirées. Vegas reste Vegas. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des soirées. Mais, voilà. Mais les soirées on en parlera la prochaine fois. De la tech. Donc, ce n'est pas comme en septembre avec l'annuel des, comment il s'appelle, des vendeurs de concessions automobiles des États-Unis qui se réunissent sur Las Vegas. Ce n'est pas les mêmes typologies de soirées. C'est ça. Et puis il n'y a que 3 soirs, de toute façon.
Donc, les soirées sont pas forcément toujours les unes à côté des autres. Hein. Si vous allez au Palms comme l'année dernière pour une très grosse soirée française, bah, vous avez déjà 25 minutes de VTC pour y aller. Donc, forcément, 25 minutes de retour pour aller de nouveau sur le strip, puisque nous, on était logés sur le strip. Donc, c'est très délicat. Surtout que si on regarde que l'écosystème français, on a souvent des soirées qui sont organisées simultanément. Donc, il faut faire un choix. Et ce choix, il se prépare un petit peu aussi à l'avance. Merci Lionel, Mathieu, et merci France pour le témoignage. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste de Belair, CEO de Steeple. Alors, est-ce qu'on Tu vas bien? Encore? Ouais, tout va bien. J'écoutais. Super. Je te laisse te présenter, Jean-Baptiste, et dire pourquoi tu as participé au CES en 2020. Ok, donc pourquoi on a participé? Bon, tu as dit, donc, je suis fondateur de Steeple. Nous, il y avait 4 raisons principales sur lesquelles on a participé. Je vous dirai après un petit peu les retours sur chaque raison. La première, c'était une émulation interne, c'est-à-dire qu'on lançait au CES notre projet d'internationalisation, donc qui s'est accéléré cette année par un bureau en Amérique du Nord à Montréal et un bureau en Espagne à la rentrée. Donc, en interne, la culture internationale et l'opération internationale a été lancée au CES. Il y avait la volonté aussi de tester sur le marché nord-américain, puisqu'on accédait au CES à un panel de tests où on pouvait faire des démonstrations devant plein de différents pays. Il y avait aussi la volonté d'avoir de la visibilité à l'extérieur, à travers des journalistes, à travers des relais. Et aussi, évidemment, il y avait pourquoi pas la volonté de vendre notre solution. Donc, les 4 étaient un petit peu équidistants, si je dirais, au démarrage. Et à l'arrivée, il y a beaucoup de disparités dans effectivement ce qui s'est passé. Est-ce que je rentre dans les résultats ou est-ce que tu as un déroulé, Nicolas? Je te laisse l'idée, l'interview. Ouais, non, je pense que tu peux aller comme tu le sens, Jean-Baptiste, sur ce que tu penses pertinent de partager aux entrepreneurs bretons sur la participation de Steeple. Donc, bon, déjà, ce qui a été beaucoup dit, c'est qu'effectivement, le CES, c'est un salon B2B2C. Donc ça, c'est important. Nous, on est une solution, donc Steeple, on aide les entreprises à mieux communiquer en interne. Donc, on a une partie hardware, donc on peut avoir un petit peu notre place, mais on est quand même très B2B. Et donc, on se rend compte très vite que les entreprises qui sont purement B2B n'ont pas les mêmes chances sur le salon. C'est vraiment, il faut… Quand on me demandait, moi, à l'époque, ce que je pensais du CES et ce que j'en ai tiré, pour moi, c'est vraiment une foire, c'est un peu la foire de Paris, sauf qu'au lieu d'avoir des épluches légumes, là, vous avez des épluches légumes connectés. Donc, c'est la grosse différence. Donc, si vous avez des gadgets, si vous avez des choses qui attirent l'œil, sur le salon, vous allez attirer des visiteurs et vous allez attirer aussi les médias. Donc, nous, on n'a pas tellement attiré sur le salon. On a eu une centaine de leads commerciaux. Aucun n'a concrétisé. Donc, ça a été un véritable échec commercial. À la limite, ce n'était pas trop pour ça qu'on y allait. Quand je vous ai dit les 4 raisons, c'était la dernière au final. C'était le petit cherries on the cake, mais ça ne s'est pas avéré. Et effectivement, pour attirer sur le salon, il y a 2 choses. Déjà, être bien dans le marché ou bien faire croire qu'on est dans le marché. Donc, si vous êtes une entreprise très B2B, sortez un boîtier où il n'y a rien dedans et présentez-le en Innovation Award. De toute façon, vous allez avoir, je caricature évidemment, mais il y a des moyens aussi de jouer avec les règles et de se faire paraître pour une entreprise B2B2C avec du hardware. Mais c'est important parce que c'est effectivement beaucoup de vitrines qu'on va avoir aussi là-bas. Donc, si vous êtes purement B2B, vous pouvez effectivement réfléchir à y aller ou pas. Sur le coût de l'image extérieure, nous, on avait prévu le fait qu'on n'allait pas intéresser personne là-bas, puisqu'en fait, on était venu avec notre propre journaliste, qui n'est pas un journaliste, mais qui est notre communicant en interne, et donc qui a passé tout son CES à faire des tournages. Et donc, on a eu énormément de visibilité, plus de 100 000 vues sur Internet grâce à nos vidéos. Donc, encore une fois, nous, c'est notre mantra chez Steeple, c'est que personne ne va faire votre travail. Si jamais vous voulez avoir de la visibilité, il faut vous la créer. Donc,
on a eu des relais presse, on a eu quelques articles en France. Donc, et globalement, ce qui a été le plus fort et ce qu'on en tire encore aujourd'hui, ne serait-ce que la fierté de ma mère, c'est aussi la fierté des clients avec qui on travaille et des prospects. Pendant assez longtemps, les rendez-vous prospects qu'on faisait nous disaient « Ah, et puis vous êtes allé au CES ». Les clients nous disaient « Ah oui, on a signé avec une entreprise qui va au CES ». Marrant ça. Donc, c'est tout. Pour moi, c'est ça le plus important. Ce n'est pas forcément ce qui se passe là-bas, mais ce que vous allez laisser en France avec l'image. Donc, d'où l'intérêt de bien communiquer. Donc, bien communiquer en interne pour inculquer la culture internationale, bien communiquer en externe. Et même si vous n'avez pas de relais, vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent, et même dans des présentations commerciales, d'appuyer sur le fait que vous avez une présence au CES. Enfin, moi, j'entendais plein de fois depuis très longtemps des entreprises, des personnes qui me disent bah, « Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais je sais qu'ils ont eu un prix au CES ». Donc, vous voyez, les mêmes raisons qui font que ça brille, qu'on est attiré par le lieu, font qu'on a tendance à avoir plus confiance en une entreprise qui expose au CES, même s'ils ne savent pas qu'on est dans un truc de 4 mètres carrés dans un garage. Donc, ça, c'est très important. Et puis, ça nous a permis aussi de le pitcher en anglais, en espagnol, donc de véhiculer la culture aussi internationale en interne, de faire se rendre compte à certains qu'il fallait qu'ils prennent des cours d'anglais. Ça a été intéressant. Mais de tester, nous, on a pu voir vraiment que notre marché était international et c'est ce qui nous a poussé à lancer, comme je vous ai dit, l'international. Donc, ouais, vas-y, Nicolas. Non, je disais au niveau pratico-pratique, tout ce qui était vol, hébergement. Ah, tu as envie que je raconte. J'ai très envie que tu racontes, Jean-Baptiste. Ouais. Donc, nous, on est arrivé le premier soir après 20 heures d'avion et on avait réservé un Airbnb pas très cher. Donc, c'était une collaboratrice qui l'avait réservé. Elle n'est plus là depuis, mais il n'y a pas de raison pour ça. Mais en fait, on a passé 3-4 heures à chercher notre Airbnb. En fait, il n'existait pas. Donc, il y a des arnaques et vérifiez bien ce que font vos équipes aussi sur les Airbnb. Donc, on s'est retrouvé après 24 heures de vol, après avoir passé 4 heures dans le voisinage à chercher la porte, à demander à des gens qui étaient en train un peu de fumer de la drogue et escalader des balcons. Et quand on sait que là-bas, le droit de la propriété, c'est souvent réglé à coups de fusil. Et au final, on a réussi à trouver un hôtel un petit peu miteux, mais qui allait. Et puis le premier soir aussi, quand on a dormi dans cet hôtel, en fait, il y a eu une inondation et on s'est fait réveiller par des sprinklers qui coulaient sur nous. Et donc, on a dû évacuer et aller dans une autre chambre. Donc, on a eu un démarrage assez sportif. Et puis aussi, quand on parlait tout à l'heure des startups pas préparées, j'ai l'impression que, je ne sais plus son prénom, mais qui nous décrivait. Nous, on s'est appelé, c'est Mathieu qui disait, voilà, les entreprises, on s'appelait les Totos à Vegas, c'est les tocards à Vegas. Donc, mais à la limite, même si vous n'êtes pas préparé, moi, je ne suis pas d'accord. Allez-y. C'est ça, une start-up, c'est se lancer d'une falaise et construire son avion en descendant. Voilà. Je ne sais pas si ça a été pareil pour tout le monde, mais ça a craché très fort dans les oreilles. Tu peux repartir. Ouais, je fais ça pour réveiller un petit peu tout le monde quand je parle trop. C'est une technique de micro. Non, mais on a allumé un cierge en rentrant au nom de Nicolas Plantis, puisqu'il nous avait averti qu'il n'y avait pas de réseau sur le salon. Au début, on ne le croyait pas. On disait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis après, on est arrivé sur le salon et en fait, il n'y a vraiment pas de réseau. Et donc, par chance, on avait préparé notre solution qui est 100% cloud. On l'a mis sur un serveur en local. Et donc ça nous avait sauvé la vie, mais ça à prendre en compte aussi. Ok. Merci Jean-Baptiste. Est-ce que Samuel, Frédéric, vous avez des questions? Ou même Mathieu, France, Lionel? Sur le tarif aussi, on a… Vas-y, je te laisse. Je ne sais plus combien je t'ai dit. Une dizaine de milliers d'euros. Vous aviez entre toi et entre Steeple et Geopsy, vous avez été très, 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 très bon en termes d'optimisation de prix. Tu étais en dessous de 14 000 euros pour 5 personnes. 11 500, non, c'est 11 000 euros 4 personnes. 11 000 euros 4 personnes et stand compris. C'est très bas.
Oui, faut se rappeler malgré tout que l'on est aux États-Unis, que dans les hôtels, puisque si on n'est toujours pas sûr, et je suis désolé de ce genre d'inconvénient de ne pas trouver le Airbnb, parce qu'en fait c'est un hologramme d'Airbnb. Il y a quand même des hôtels qui ont des lits qui sont très grands, des suites qui parfois sont pas très chères, et selon évidemment la configuration de la petite délégation dans laquelle vous vous inscrivez, vous pouvez très bien être 2 par chambre dans un confort qui est relativement intéressant. Je ne vous dévoilerai pas les prix de l'hôtel que l'on a déjà réservé pour 2021 parce qu'il est de toute façon depuis le mois de mars complet, mais vous pouvez vous en tirer pour quasiment 100 € la nuit avec 2 queen size par chambre, donc vous vous retrouvez à 50 € la nuit par personne. Hein. Voilà. Donc le budget essentiel, c'est évidemment le budget du transport aérien. Hein, mais quand vous faites 20 heures de vol, ça veut dire que vous avez eu un petit transfert. Alors une petite astuce, c'est de minimiser le temps de vol si vous avez une correspondance, de minimiser le temps de vol sur le territoire américain. Vous avez toujours beaucoup plus de confort sur les compagnies transatlantiques. Donc si vous faites un Paris, je sais pas moi, un Paris Los Angeles et puis un Los Angeles Las Vegas, c'est pas mal. Alors que si vous faites un Paris New York et un New York Las Vegas, vous allez vous faire 6 ou 7 heures de vol qui seront parfaitement inconfortables parce que les compagnies américaines sont très proches de nos low cost à nous quand même. Hein. On va arriver à la fin du timing. Je vais juste répondre à la question de Samuel qui est sur le planning. Tu mentionnais une annonce en septembre à propos de la confirmation du salon. Alors, aujourd'hui, ce soir, il y a un webinaire qui est organisé par la CTA. On vous envoie le lien juste après ce webinaire-là, donc par l'organisateur, avec normalement, potentiellement, des annonces. Faut vraiment se tenir au courant et revenir vers nous assez régulièrement par rapport à la tenue ou non du CES. Septembre, c'est la deadline qu'on considère la plus pertinente pour fixer ces vols, ces hébergements et ces inscriptions au plus tard, pour que tu puisses commencer à dérouler ta préparation par la suite. Et tu remerciais pour les retours très clairs, donc je pense que c'est pour nos intervenants. Voilà. Et à date, ça paraît quand même difficile de croire qu'il va être maintenu. De mon point de vue, une chance sur 2. J'avais une petite question pour Jean-Baptiste. Est-ce que tu penses, si le CES 2021 est maintenu, le refaire? Je pense qu'il va y avoir des bons prix, moi. Donc, ouais, on est en train de préparer, nous, un truc à présenter aux awards au CES. Ah, intéressant. Ouais. C'est secret, il faudra venir au CES pour le découvrir. On sera là, on sera là. Ok. On va garder le timing. Merci beaucoup pour votre participation. Ce webinaire on va le mettre en ligne, hein, je pense, si tout se passe bien dans les prochains jours. Et il nous faudra le témoignage dans l'édition de 2021, exactement. Merci encore. Bon après-midi à vous et à bientôt. Et n'hésitez pas à vous mettre en contact avec Sandra ou avec moi pour toute problématique liée au CES 2021. À bientôt.